Pendant plus de 1400 ans, les arabo-musulmans ont tué, déporté, castré 17 millions de Noirs. Bonjour, il est vrai que les livres d'histoire ont tendance à se montrer amnésiques sur la traite arabo-musulmane qui a duré près de 13 siècles, alors que la traite transatlantique, celle qui part des États-Unis ou de l'Europe vers l'Afrique, n'a duré que 4 petits siècles, si je compte bien, enfin 3 siècles et demi. Bon, voilà, et on nous parle beaucoup aussi de la Shoah, et encore une fois, je ne veux pas faire de hiérarchie dans l'horreur, mais on sait bien que la Seconde Guerre mondiale n'a duré que 4 petites années, et il y a eu effectivement un massacre, un génocide orchestré contre les Juifs qui a malheureusement assassiné plus de 6 millions de Juifs, ok. Mais quand on regarde la traite arabo-musulmane, c'est peanuts presque à côté, parce que, bon, le fameux docteur Mengele, allemand qui orchestrait les pires choses sur les juifs, c'était des expériences horribles, cela a aussi lieu entre Africains, parce que la traite arabo-musulmane, ce qu'il faut bien comprendre, c'était aussi des Africains qui torturaient, donc des Africains noirs qui torturaient d'autres Africains et qui les soumettaient aux pires sévices, il faut le savoir. Les jeunes garçons se faisaient couper leur pénis et le scrotum pour éviter qu'ils ne se reproduisent en terre arabe. Les arabo-musulmans ont tué plus que les Occidentaux. Les deux doivent être condamnés définitivement. C'est la réalité, parce que je veux bien qu'on parle de commémoration, mais on braque toujours les projecteurs sur la traite transatlantique, alors que la traite négrière arabo-musulmane a été la plus longue de calamités dans l'histoire de l'humanité, puisqu'elle a duré plus de 13 siècles sans interruption. Elle a opéré une ponction humaine qui est largement Mais ça, on ne le dit pas. Les premiers esclavagistes étaient donc africains envers le peuple africain. Je l'ai toujours dit, rappelez-vous le massacre entre Hutu et Tutsi. Je vous rappelle que les Camerounais ont plusieurs ethnies et ils se détestent entre eux. Enfin voilà, il y a des guerres en Afrique entre les Africains qui sont... voilà. Et il faut aussi donc savoir que la traite arabo-musulmane, c'était donc des Maghrébins qui avaient un mépris. D'ailleurs, c'est écrit dans les hadiths et le Coran qu'il est tout à fait légitime de posséder un esclave. Et il est clairement dit dans les textes qu'il y a des différentes catégories d'hommes. Et donc, il est dans la culture musulmane et des Maghrébins. Alors aujourd'hui, vous les voyez comme ça, un peu bras dessus, bras dessous, on est musulmans, on est frères. Non. N'oubliez jamais qu'il y a même aujourd'hui un héritage de ce mépris pour le noir. Mais alors, vous allez me dire, Jean-Luc, qu'est-ce qui t'arrive? T'es dans la rancœur? Pas du tout. Je suis juste pas woke, c'est-à-dire qui veut effacer le mot nègre comme dans l'œuvre d'Agatha Christie pour dire que ça n'a pas existé. Je ne suis pas dans la, ce qui est embêtant avec le fameux King Mandela ou Mandala, là, je ne sais plus son nom, d'où vient la vidéo. Ce sont des personnes qui parlent madin, midi et soir de cela, qui sont dans la rancœur contre... Non, moi je suis juste dans la mémoire, je rappelle juste que j'informe, la traite transatlantique n'a duré que 4 siècles, alors que celle arabo-musulmane a duré 13 siècles, c'est une réalité. Des millions d'hommes qu'ils ont déportés ont disparu du fait des traitements inhumains et de la castration généralisée. Ibn Khaldoun, considéré comme l'un des grands savants arabes, exprime sans ambiguïté la perception que l'on avait du noir dans la société arabe de l'époque. Il disait ceci, je cite, « Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres en raison d'un stade inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. » Et que quand on nous parle, comme Manon Aubry, du racisme anti-blanc qui n'existerait pas, elle a juste pas compris que c'est dans la nature humaine d'être raciste et que les premiers, entre guillemets, qui ont exercé des sévices et qui ont méprisé d'autres hommes étaient eux-mêmes africains. Voilà, ça c'est une réalité et ce n'est pas si je puis dire, le blanc que l'on taxe entre guillemets de racisme matin, midi et soir, qui était le premier à esclavagiser les noirs. Comme entre guillemets, la plupart des gens pensent que les blancs sont automatiquement se pensent supérieurs et donc sont racistes envers les noirs. Mais les noirs, eux, ne peuvent pas être racistes envers les blancs. Ça, c'est pas possible. Alors, ils l'ont déjà été entre eux-mêmes. Les Maghrébins ont considéré les Noirs comme les pires des animaux, les pires sous-hommes qui soient, avant Monsieur Adolphe. Avant Monsieur Adolphe, d'accord? Je vous parle de 1444 à 1888 pour la traite transatlantique. Donc, vous voyez que Monsieur Adolphe n'était pas né. 366 années exactement de traite transatlantique, de traite négrière transatlantique avant l'arrivée du fameux Reich. Et pareil quand je parle de la traite arabo-musulmane qui, elle, a duré 13 siècles, encore une fois, bien avant
l'arrivée du fameux Adolphe. Donc c'est important, vous voyez, le problème c'est que je vous ai montré les jeunes écervelés, ils savent pas compter 3 x 9 et tout ça, allez pas leur parler d'histoire, hein. Le monsieur qui était woke l'autre jour avec son sac à main, là, qui était pas foutu de multiplier 9 x 4, lui voilà, hein, il est woke, hein, il est peace and love, il sait rien de tout ça. Le problème c'est qu'il faut faire de l'histoire, il faut raconter les choses. On voit que les intellectuels africains commencent à se libérer de ce que vous avez appelé, ce qu'il a appelé le syndrome de Stockholm. Ils sont presque timides devant leur bourreau. Maintenant, ils ouvrent la parole. Et on espère qu'ils vont presque gueuler. Mais vous vous rendez compte que ça crée presque un scandale de montrer le calvaire des Noirs par des Noirs et par les Arabes. C'est toujours cette histoire de solidarité religieuse. L'Afrique compte aujourd'hui entre 400 et 500 millions de musulmans. On dirait que les descendants des victimes n'ont pas envie d'accuser les descendants des bourreaux. Et tout ce beau monde s'arrange sur le dos de l'Occident. Il y a partout un peu quelquefois un besoin de ne pas remuer trop les choses. Il ne faut pas les remuer, mais dans certains cas, oui. Parce que vous dites les routes de l'esclavage, 1444, mais pendant ce temps-là, depuis le 7e siècle, d'après ce qu'on raconte lui et les Africains, on a zigouillé, rasié et on va voir massacré. Je suis concentré sur la traite atlantique. Oui, l'Atlantique. Mais on parle dans le livre aussi justement, de la traite. Vous le faites. Quelle est votre légitimité? Parce que vous êtes noir, vous pouvez le faire. Non, je pense qu'un chercheur, peut-être certains m'associeront, forcément. Par rapport à mon collègue, le professeur Petro Grenouillot, je peux passer pour être plus crédible, puisque je suis noir, ça se voit, je ne peux pas le cacher. Vous ne voulez pas le cacher d'ailleurs. Je suis africain et musulman. Pour un chercheur objectif, je pense qu'on ne pourrait pas m'accuser de vouloir atténuer un peu, ou plutôt laver la mémoire des Occidentaux, ni non plus viser directement les Arabo-musulmans. Non, j'ai fait un travail de chercheur. Je me suis efforcé d'être le plus objectif possible pour ouvrir un débat. Alors, quand j'entends à la télé que le RACI-STE ne peut pas être africain, hein, on ne peut pas détester, on ne peut pas être raciste contre les Blancs, parce qu'on est déjà soi-même racisé et donc opprimé par nature, opprimé soi-disant par le Blanc, non. Je répète à toutes les manifestations woke, le noir n'est pas en premier lieu opprimé par le blanc, mais a été opprimé en premier lieu par les noirs eux-mêmes, enfin les Africains eux-mêmes, et notamment les arabo-musulmans, maghrébins. Alors aujourd'hui, ils sont, comme je l'ai dit, bras dessus, bras dessous, tous machin du Coran. Je répète que dans le Coran, dans les hadiths, il est clairement validé et cautionné l'esclavagisme et l'idée qu'il y a différentes catégories d'hommes. Et donc aujourd'hui, moi j'ai pu constater que le racisme le plus fort n'était pas forcément le racisme provenant des Blancs envers les Noirs. Faut savoir que, voilà, un Maghrébin, c'est très... Alors aujourd'hui, je vous dis, je vois de plus en plus de mariages mixtes et au nom de la religion, et parce que je crois que ce sont des quartiers où ils se fréquentent énormément, où ils sont entre guillemets dans les mêmes immeubles, et qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'apaise à ce niveau-là, et les personnes donc africaines de peau noire finissent par se mettre en couple avec des personnes maghrébines. Je le vois de plus en plus, certes, mais l'histoire ne raconte pas cela. Et il y a eu un énorme mépris du peuple maghrébin envers les nègres, hein, un mépris que je ne vous raconte pas et qui est toujours présent, hein, pour certaines personnes de cette communauté maghrébine. Voilà. 80 millions le nombre de Noirs morts dans le désert pendant la déportation. Ce qui est triste à dire, c'est que les ateliers de castration, c'est que la nature de l'opération elle-même est une opération qui, malheureusement, donc, laisse très peu de chance pour l'enfant châtré. Donc l'espoir de survie de l'enfant sont quand même assez minimes. Les opérations de castration faisaient périr entre 70 et 80%. Ça vous donne une idée du massacre. Cet esclavage va durer plusieurs siècles et détruire les cultures, les traditions et l'organisation des sociétés pour installer leurs modèles, leurs valeurs, leurs traditions dans ces régions. L'islam interdisant l'esclavage entre musulmans, les esclaves vont se convertir à l'islam pour pouvoir améliorer leur Ça, condition. c'est la réalité. Alors la réalité, et alors une autre réalité qui est complètement dingue, mais alors on va développer ça une autre fois, pour certaines personnes, c'est que la colonisation européenne a mis fin à l'esclavagisme.
Alors ça c'est encore un sujet trop compliqué, trop touchy. On ne va pas le développer maintenant parce que là, on va se dire, oh là là, attends, Jean-Luc est en train de nous dire que la colonisation a eu du bon. Bon, non, pas du tout. Je dis juste que ça a mis fin à la traite arabo-musulmane. Mais on en parlera une autre fois si vous le voulez bien. Mettez les pouces en l'air si vous êtes d'accord. J'espère que vous avez compris la nuance qu'il y avait dans mon discours. Si vous êtes capable de multiplier 9 x 3, 9 x 4 et compagnie, et que vous n'êtes pas une jeune personne écervelée, voilà, comme l'éducation nationale en produit tous les jours, eh bien vous comprendrez que mon discours, il nuance les choses, il explique les choses, il remet dans un contexte. Il vous évite surtout de penser, comme Manon Aubry, que le racisme anti-blanc n'existe pas, en comprenant que le blanc serait le grand coupable de tous les racismes sur la Terre. Non, le premier a été certainement et sûrement un Africain, qu'il soit, entre guillemets, noir de peau ou maghrébin. Voilà la réalité qu'on ne dit pas. Bonne journée, mettez les pouces en l'air. Écrivez que c'est la colonisation des Européens qui a vraiment mis fin à la traite arabo-musulmane. Ça, c'est encore un paradoxe qui doit valoir des cris scandaleux. Non, c'est-à-dire que de manière empirique, on ne peut pas véritablement juger la colonisation, toute l'époque de la colonisation, par rapport à un ou deux événements ou des événements isolés. En revanche, cet événement-là, isolé, est très important. C'est bien la colonisation européenne, anglaise et française, plus française qu'anglaise, puisque en France, ils ont joué le jeu. Il y a eu même des villages de liberté qui étaient créés par le colonel Archinard. Alors que de l'autre côté, les Anglais laissaient passer les bouts, parce qu'ils avaient peur de se fâcher avec les Arabes qui auraient pu leur couper la route des Indes. Vous voyez, c'est un peu plus ambigu. Alors pourquoi cette hostilité dont vous dites qu'elle reste actuelle du monde, regardez ce qu'il dit, arabo-musulman à l'égard des Noirs, qui sont je ferai attention, qui seraient considérés comme des êtres inférieurs? Parce que vous l'avez un peu expliqué en partie. Parce qu'au moment de la traite négrière transatlantique, des voix puissantes s'étaient élevées. On a cité tout à l'heure Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social, l'abbé Grégoire, Montesquieu, etc. Mais dans le monde arabo-musulman, on ne trouve pas trace de ce genre de protestation. À savoir que des érudits très respectés comme Ibn Khaldoun, qui était le savant arabe le plus connu du XIVe siècle, cet homme avançait l'idée selon laquelle les seuls peuples adaptés à l'esclavage sont les nègres, en raison d'un degré inférieur d'humanité, et que leur place se situe au stade animal. Alors, devant de telles inepties de Ibn Khaldoun et d'autres penseurs de la même mouvance, il ne se trouvait pas une seule voix sérieuse dans le monde arabe pour défendre la cause des Noirs. Parce que les intellectuels, dans leur quasi-totalité, étaient marginalisés sur la question et avaient abdiqué face aux obscurantistes et aux doctrinaires de la foi.